Ben, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous accueillir pour ce 5e webinaire d'une série de 5 sur le droit de la rénovation. Je tiens en commençant à remercier encore une fois l'Office de la protection du consommateur pour sa contribution financière essentielle au projet et dans le cas de ce soir aussi, Ponce Avocat et Maître Lessard qui va présenter avec nous ce soir. J'aimerais également remercier Maître Claude Coursol euh, qui avait participé à une série de formations il y a quelques années avec nous et qui nous a permis de réutiliser en grande partie le matériel qui avait été préparé à l'époque. Donc, ce soir, en fait, durant toutes les autres séances, on a parlé du avant, du pendant, on a commencé le après la semaine dernière et là, vraiment, on va dans la dernière étape quand ça s'est mal passé, les recours. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus long parce qu'il y a vraiment euh, beaucoup de choses à voir au sujet des recours. On va parler beaucoup de qui poursuivre, les questions de la solvabilité, les différentes cautions qui existent, la fameuse mise en demeure, voire des technicalités assez importantes comme la prescription, puis les différents moyens qui peuvent exister là, pour essayer de faire valoir ses droits. Avant de se lancer dans le cœur de la matière, peut-être un petit aparté que je sais qui est cher d'ailleurs à Martin qui est avec nous ce soir pour les questions. Euh, Avant de poursuivre, est-ce que vous êtes prêts? Et on s'entend, à la CQC, on n'est pas là pour vous décourager de faire valoir vos droits. Si on ne voulait pas vous encourager à faire valoir vos droits, on n'aurait pas fait la série de webinaires. Mais c'est quand même important d'être conscient de ce que ça exige, régler un différend. Parce que si on se rend jusqu'à l'action en justice, en général, ça va demander du temps, un minimum d'argent quand même, puis ça génère beaucoup de stress. Et puis, certaines personnes vont vivre mieux avec ce stress-là que d'autres, mais il faut en tenir compte parce que c'est quand même prenant, une démarche en justice, ne serait-ce que la journée qu'on perd pour aller au palais de justice, même dans les cas où on a un avocat qui s'occupe de notre dossier pour nous, il va quand même falloir y aller. Ça va générer possiblement des pertes de revenus, là, parce qu'on s'entend que les tribunaux ne travaillent pas la fin de semaine. Donc, vous connaissez probablement l'adage, là, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Considérez-le sérieusement. C'est sûr qu'aux petites créances, la charge est beaucoup moins lourde, les risques sont moins importants, mais à plus forte raison, là, si votre litige dépasse les 15 000 et que vous entrevoyez la possibilité de vous entendre, c'est une possibilité à considérer, là. Mais évidemment, on vous encourage fortement à faire valoir vos droits, là, mais il faut juste en être conscient. On se sentirait mal de vous inciter à le faire sans vous avertir que ça peut parfois être laborieux. Et donc, j'ai invité Maître Lessard à me rejoindre pour parler d'un point assez important avant de poursuivre, qui est la prescription. Alors, merci. Bonsoir à tous. Alors oui, effectivement, la prescription, c'est une notion qui est aussi très importante. Qu'est-ce que c'est la prescription? C'est un délai, c'est une durée limite dans laquelle vous pouvez faire valoir vos droits. Et quand je dis faire valoir vos droits, je vais être encore plus précise. Je veux dire la durée limite dans la période où vous devez déposer votre demande en justice. Alors, nous sommes rendus là pour cette section-ci, là, pour parler de la prescription, nous sommes rendus au moment où vous allez déposer votre demande en justice. Vous devez le faire dans un délai précis. Passé ce délai qu'on va regarder ensemble, votre recours, il est prescrit, il est terminé. Alors, la partie adverse, si elle se rend compte que vous avez outrepassé votre délai, et souvent, elle s'en rend compte plus souvent qu'autrement, elle va opposer une fin de non-recevoir à votre action et sauf circonstances particulières, votre recours, justement, va être terminé, d'où l'importance d'agir dans les délais indiqués par la loi. Alors, il y a plusieurs délais indiqués par la loi. Il y a
des principes généraux, des exceptions. Ce ne sera pas possible, bien entendu, de les passer tous ce soir. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que la matière qu'on a vue durant la série de webinaires, donc les obligations avec l'entrepreneur, la question des vices cachés, des malfaçons, perte de l'ouvrage. Alors, ces délais-là sont de 3 ans. 3 ans à partir de votre connaissance du problème comme tel. Alors, comme l'article 29-25 le dit, l'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier, on va y revenir, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé, se prescrit par 3 ans. Alors, justement, un droit personnel ou réel mobilier qui se prescrit par 3 ans, c'est comme je disais, c'est ce qui a fait l'objet des webinaires essentiellement, c'est-à-dire vos droits résultant d'un contrat avec l'entrepreneur, les vices cachés, les malfaçons et la perte de l'ouvrage. L'article 29-26 précise « Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. » Donc là, on est en train de parler du délai de départ de ce 3 ans-là. Et la jurisprudence énonce aussi comme synonyme à la notion de du jour où il se manifeste pour la première fois, énonce aussi lorsque le problème se manifeste de façon certaine, appréciable, tangible. Donc, pour exercer vos droits, encore faut-il que vous soyez au courant, que vous ayez une connaissance, donc tangible, du problème en cause. Je vais survoler deux exceptions, ou même 3, là, mais deux exceptions pour commencer au principe de 3 ans, pour vous dire que, par exemple, lorsqu'on parle d'une question d'atteinte à la réputation, et ça, on va en parler un peu plus tard, la prescription pour ça, c'est 1 an à partir du fait générateur de problème. Alors, attention, là, il y a des exceptions. Aussi, on a parlé durant le webinaire, le 3e, de l'hypothèque légale de la construction. Eh bien, la partie adverse, disons, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur qui prendrait une hypothèque légale sur l'immeuble, lui, il a des délais vraiment précis, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que la partie adverse peut faire et ne pas faire, là. Donc, si quelqu'un veut prendre un avis d'hypothèque légale, par exemple, elle a 30 jours à partir de la fin des travaux. Ensuite, elle a 6 mois pour inscrire un préavis. Mais dans les 3 ans de sa créance, il faut quand même qu'elle émette, elle aussi, une procédure à la Cour. Donc, là aussi, il y a des changements au niveau des avis, comme je le disais. Et généralement aussi, dans le Code civil, il y a d'autres délais qui se prescrivent aussi par 10 ans. Donc, simplement pour que vous le sachiez, ce qui touche souvent à la propriété. Par exemple, le possesseur d'un immeuble de bonne foi aurait 10 ans pour intenter son recours. C'est pour que vous sachiez bien qu'il y a quand même d'autres délais que le 3 ans, mais que, en résumé, ce qu'on a parlé durant les webinaires, là, c'est ce délai de 3 ans. Il y a un autre cas particulier dont Marc-André Arnois va nous parler à l'instant par rapport au délai, par rapport aux questions de municipalité et ville. Oui, merci. C'est un peu en marge de la série de webinaires parce qu'en général, quand vous planifiez vos travaux de rénovation, c'est dans un autre contexte que celui-là, mais on tenait quand même à vous en faire part parce que les délais sont très serrés. Si jamais vous vous rendez compte que, par exemple, parce que c'est le type de cas qui nous a dénoncé, il y a des travaux de voirie en face de chez vous, et là, vous remarquez que, oh, il y a une nouvelle fissure qui est apparue dans les fondations, ou je ne sais pas, moi, il y a une roche qui est partie du chantier, qui est allée voler dans votre fenêtre, ou quelque chose comme ça, qui fait que tout d'un coup, vous avez des travaux à faire. Et là, vous dites, ah ben là, c'était la responsabilité de la ville, c'est des travaux de la ville. Pour poursuivre une municipalité ou une ville, il faut quand même se lever de bonne heure. Il ne faut pas perdre de temps. Et on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vraiment juste pour que vous voyez, on l'a mis en gras à plusieurs endroits, le fameux 15 jours, là,
il faut agir très rapidement quand on veut poursuivre une municipalité. Le but, c'est pas de le voir en détail ici, c'est de le savoir. Si jamais il y a quoi que ce soit, que vous songez à la possibilité de peut-être poursuivre la ville en dommages, contactez un avocat dans les jours qui suivent parce que ça passe très vite. On le voit là contre ici, bon, il y a le délai de 15 jours pour les avertir, puis ensuite agir dans les 6 mois, alors que dans le cas du code municipal, en plus, l'avis doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. Donc, ça passe très, très vite. Et ça, surtout, les avis qu'il faut donner à la ville contiennent pas mal le contenu de ce qu'on leur demande. Donc, si vous avez une évaluation des dommages à faire, une soumission à obtenir d'un entrepreneur, un inspecteur que vous voulez qu'il inspecte, une expertise à commander, ça passe vite, là. Donc, faut vraiment pas perdre de temps quand il y a une ville qui est impliquée dans le dossier. Je vais donc inviter Ariane pour nous parler de qui poursuivre ou porter plainte. Oui, donc bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer par, maintenant qu'on a déterminé là, finalement si c'est encore possible pour nous de finalement poursuivre là, potentiellement notre entrepreneur. Donc, comment déterminer finalement qui poursuivre? C'est la question suivante là, à se poser. Donc, évidemment, si on parle d'un contrat d'entreprise ou de service, finalement, généralement, on va venir poursuivre la personne qui va être à la base, donc avec qui on va avoir conclu ce contrat-là, parce que finalement, la base de nos obligations, de nos droits et de nos obligations, ça va être ce contrat-là. C'est en raison, là, finalement, de cet arrangement-là qu'on va s'être retrouver potentiellement, donc, dans notre cas, là, avec des problèmes là, liés à la rénovation. Donc, il faut déterminer finalement cette personne-là, tout d'abord, est-ce que c'est une personne physique ou une personne morale? Donc, une personne physique, là, c'est une personne là, comme vous et moi, puis une personne morale, donc on fait référence à une entreprise. C'est là que toutes les notions qu'on a vues lors du premier webinaire, donc je vous invite à aller voir ou revoir, donc avec les vérifications à faire, notamment là, au registre des entreprises, puis à la RBQ, donc pour s'assurer que on va poursuivre finalement vraiment la bonne personne et la personne avec qui on aura effectivement conclu le contrat. Parce que si jamais on ne poursuit pas la bonne personne, donc par exemple, si votre contrat est conclu avec une entreprise, puis par la suite, là, donc vous prenez votre recours contre l'entrepreneur qui aura effectué les travaux personnellement, ça va être finalement potentiellement une fin de non-recevoir à votre action. Puis il va falloir là, ou modifier votre acte de procédure ou recommencer dès le départ là, la poursuite que vous auriez entreprise. Donc, c'est vraiment des vérifications à faire là, avant là, finalement de déposer votre demande. Ensuite, c'est important de savoir aussi que si jamais l'entrepreneur que vous avez embauché avait fait affaire avec des sous-traitants, par exemple, pour des travaux là, spécifiques comme par exemple l'électricité, la plomberie, même si c'était par exemple l'entrepreneur spécialisé en plomberie qui était responsable pour des dommages ou des travaux mal réalisés chez vous, ça ne va pas être ce sous-traitant-là que vous allez poursuivre spécifiquement. Ça va généralement toujours être l'entrepreneur qu'on va devoir aller poursuivre parce que ça va être juste avec lui généralement que vous allez avoir conclu le contrat là, qui porte sur les rénovations. Puis, l'entrepreneur général avec qui vous faites affaire pour vos travaux est responsable des sous-traitants qui va embaucher. Donc, il reste vraiment responsable de l'entièreté de l'exécution du contrat, même si c'est, comme le code le dit, adjoint l'aide de d'autres personnes. Également, donc, si jamais l'entrepreneur a une caution, donc qu'il y a une personne ou une entité, une organisation qui vient garantir ses obligations comme débiteur, ça peut être aussi une autre personne qu'on va venir pouvoir aller chercher dans le cadre de nos procédures judiciaires pour
justement nous aider à obtenir là, finalement des dommages, par exemple, qui vont nous être dus parce que si, par exemple, l'entrepreneur lui-même se révèle insolvable, donc il n'a pas les fonds nécessaires pour venir nous payer les dommages qu'on va avoir obtenus, mais la caution, elle, donc, on va pouvoir aller venir la chercher pour garantir le paiement. C'est quelque chose qu'on va potentiellement un peu plus vous expliquer par la suite si je ne me trompe pas. Donc, ensuite, comme je vous disais, généralement, on va juste poursuivre la personne avec qui on a un contrat. Mais comme on l'aura vu au webinaire 4, la LPC et certaines dispositions du Code civil nous permettent également d'aller chercher le fabricant, l'importateur, le distributeur de certains produits. Donc, en plus de poursuivre l'entrepreneur, comme on le disait, on peut venir aller chercher tous ces autres intervenants-là à travers le processus d'obtention d'un bien, par exemple, dans le cadre des rénovations, qui doivent également nous garantir la qualité de ce bien-là. Donc, de la même façon, on va venir encore là vérifier pour toutes ces personnes-là, est-ce que c'est une personne physique, est-ce que c'est une personne morale, est-ce que c'est vraiment la bonne entreprise, finalement, que je suis en train de potentiellement poursuivre. Puis, dans le cadre de rénovation, on peut également donc avoir affaire à des professionnels comme des architectes, des ingénieurs, des technologues potentiellement. Ces personnes-là peuvent, donc on l'a revu encore là au webinaire 4, je vous invite à aller voir ou revoir, qui ont des responsabilités dans le cadre des travaux de rénovation pour les plans, par exemple, ou même les travaux qui auront potentiellement supervisés. Donc, ça peut faire partie également des personnes que vous allez pouvoir venir poursuivre, donc tous ces professionnels-là. Puis, même si ça sort un peu du cadre du webinaire, puis qu'on s'attaque à la rénovation, on l'a dit également la semaine dernière, les travaux de rénovation, c'est potentiellement des moments où on vient réaliser qu'il y a des vices cachés, par exemple, des problématiques liées à la propriété qu'on n'aurait pas découvert si on n'avait pas fait ces travaux de rénovation-là. Donc, les propriétaires précédents, donc la personne qui nous aura vendu la maison, peut venir faire l'objet de poursuites, indépendamment finalement de la qualité des travaux de rénovation par la suite. Là, si on découvre tout ça, donc on peut également venir poursuivre son propriétaire précédent en matière de vices cachés. Ensuite, en ce qui concerne les plaintes, donc si vous faites affaire, par exemple, avec un entrepreneur qui ne semble pas respecter ses obligations en lien avec finalement la loi sur le bâtiment, puis qui agit là, c'est ça, qui a un comportement qui ne correspond pas aux droits et aux obligations que sa licence d'entrepreneur lui donne. Donc, c'est possible de venir faire une plainte à la RDQ. De la même manière, donc, on a vu certaines pratiques interdites dans le webinaire 4 la semaine dernière. Encore là, si un entrepreneur ne respecte pas dans le fond, se livre à des pratiques interdites, par exemple, ça peut également faire l'objet d'une plainte à l'OPC cette fois-ci, donc aux obligations qu'il y a en vertu de la loi sur la protection du consommateur. En ce qui concerne les professionnels, là, donc si on se rend compte qu'il y a une problématique en lien avec les obligations d'un ingénieur, d'un architecte ou d'un technologue professionnel, c'est possible encore là de faire une plainte directement à l'ordre professionnel visé, là encore là, pour un ingénieur ou un architecte, par exemple, qui ne respecterait pas les obligations en fonction donc, de la loi là, pertinente ou en fonction de son code de déontologie, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Là, si on a une petite mention par rapport à l'assureur, donc ça peut également être une personne qui va être impliquée dans les procédures, qui pourra là, voilà, éventuellement, là, tout dépendant si la situation en est une qui peut impliquer l'assureur, donc qui va pouvoir prendre cette cause finalement pour vous après indemnisation, puis devenir finalement la personne qui va faire toutes les procédures judiciaires. C'est tout pour moi, je pense. Bien, merci Ariane. On va passer avec Maître Lessard à la question de la solvabilité et du cautionnement. Oui. Alors, justement, comme on l'indique ici, avant d'entreprendre des démarches coûteuses dont on a parlé au tout début d'ailleurs, et tentez de vous assurer que l'entité poursuivie, elle est solvable. Alors,
Premièrement, on recommande de vérifier l'état, le statut de l'entreprise, justement auprès du registraire des entreprises du Québec, dont Maître Gauthier vient de parler. Alors, on vérifie d'abord le statut de l'entreprise au registraire des entreprises du Québec et on vérifie qu'elle est toujours existante, par exemple. Et également, pour vérifier la solvabilité, il y a une méthode qui est intéressante, qui encourt quelques frais, quelques centaines de dollars, 100, 200 dollars, dépendamment du mandat, à vérifier à chaque cas. C'est les compagnies de dépistage, d'enquête sur la solvabilité, justement. Alors, ces compagnies-là vont enquêter pour rechercher les actifs et les biens de l'entrepreneur individuel ou de la compagnie, de la société que vous voulez poursuivre. Vous pouvez vous assurer, si ces services-là ne sont pas offerts d'emblée par la compagnie enquêtrice, justement, nous, on s'assure et on demande, donc, pour vous dire, là, par exemple, de vous assurer qu'on va vous donner l'historique de crédit, qu'on va vous donner l'aperçu des dettes connues, la liste des actifs de l'individu ou de l'entreprise, donc les comptes bancaires, les véhicules, les biens en général. Alors, ça, généralement, ça vous permet bien de voir quel est le portrait financier de l'individu ou de l'entreprise. Si l'entrepreneur ne semble pas solvable, il y a aussi, comme Maître Gauthier l'a abordé aussi, des cautions, en fait. Je vais surtout parler ici de la caution de la Régie du bâtiment du Québec, donc de la RBQ. Sachez également qu'au niveau de l'OPC, l'Office de protection du consommateur, les commerçants, certaines catégories de commerçants doivent détenir des permis d'exercice et va avec ça des obligations de cautionnement. Et notamment ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est si c'est un commerçant itinérant. Je vous donne un exemple de l'entrepreneur de toiture, comme on le voit parfois, qui va faire du porte-à-porte dans les quartiers pour offrir ses services. Donc, ces personnes-là doivent détenir un cautionnement. Donc, s'il y avait une problématique, vous référez à l'Office de protection du consommateur et également à la Régie du bâtiment du Québec. Je vais donc là parler de la caution de la Régie du bâtiment du Québec pour l'ensemble des entrepreneurs et généraux et spécialisés. Alors, qu'est-ce que c'est un cautionnement de licence? C'est un montant qui est prévu par la loi sur le bâtiment comme tel, que tout entrepreneur qui demande une licence doit déposer auprès de la RBQ pour garantir ses obligations envers ses clients. Alors, le cautionnement peut provenir, par exemple, d'un assureur ou pourrait aussi être prodigué par une association de constructeurs via une association de constructeurs, comme par exemple l'APCHQ. Alors, ce cautionnement de licence RBQ, il est de par la loi, chaque entrepreneur général doit avoir une caution de 40 000 $ et chaque entrepreneur spécialisé doit avoir un cautionnement de 20 000 $. Attention, cependant, ce n'est pas 40 000 pour l'un, 20 000 pour l'autre par client ou par projet, c'est pour l'ensemble. Alors, lorsqu'il y aura une réclamation, c'est ce montant-là qui va être divisé finalement entre les réclamants. Pour pouvoir invoquer le cautionnement de licence, il faut que, et ça, comme on en a parlé au webinaire 3, assurez-vous, vérifiez les licences au niveau de la RBQ parce que l'entrepreneur devait avoir une licence valide, soit au moment de la signature du contrat ou au moment où il a effectué les travaux. Alors, vous avez besoin de cette preuve-là pour pouvoir faire une réclamation. Vous allez aussi devoir invoquer votre contrat auprès de la RBQ puis de la caution également.
Alors, ce qui est couvert par la caution, ce sont les travaux mal faits qui sont constatés dans les 12 mois, dans l'année finalement, de la fin des travaux. Alors, lorsqu'on dit situation constatée dans les 12 mois de la fin des travaux, le constat, il doit être fait de façon tangible. Donc, on peut dire par texto, par courriel, cependant, et moi, c'est pas la première fois que je le dis, ça, c'est mon avis à moi. Moi, je fonctionne par mise en demeure et c'est ce que je vous recommande aussi, là. Donc, on envoie à l'entrepreneur là, une mise en demeure qui constate le problème, avec une preuve de réception, bien entendu. Et comme ça, on se ménage la preuve, comme quoi on a fait le constat du problème dans les 12 mois qui suivent les travaux. Ensuite, il faut aussi avoir entrepris une première démarche judiciaire dans les 3 ans du constat, justement, de la problématique. Donc, on revient encore là à la notion de prescription. Si votre réclamation est acceptée par l'instance, il y a une réclamation, un dossier de réclamation qui va être ouvert et les autres citoyens, les autres justiciables qui auraient eu des problèmes avec l'entrepreneur vont aussi pouvoir tenter de déposer des réclamations conformes. Sur le site de la Régie du bâtiment du Québec, il y a une section « Liste des réclamations ». Alors, je vous inviterai, s'il y a lieu, à aller voir ça. Alors, si les réclamations sont acceptées, comme je l'ai dit tout à l'heure, les montants vont être répartis entre les réclamants. Alors, on voit là que les montants sont limités, là. On voit que les possibilités sont limitées. Alors, d'où l'importance d'avoir fait des vérifications préalables sur la solvabilité de l'entrepreneur avant d'entreprendre ces démarches-là. Oui, peut-être pour conclure tout ce qui est le avant de poursuivre, un petit mot sur la diffamation. D'habitude, quand on est rendu à songer à poursuivre l'entrepreneur, on n'en pense pas beaucoup de bien, puis on peut être tenté d'avoir envie de partager ça avec d'autres. Il faut faire attention parce que souvent les gens ont la perception que la diffamation, tant que ce qu'on dit c'est vrai, ben on a bien le droit de dire la vérité. Or, c'est pas comme ça que c'est défini au Québec. Dans le Canada anglais, ça ressemble un peu plus à ça, mais au Québec, c'est pas du tout ça. Au Québec, la vérité peut très, très bien être de la diffamation. Le concept de diffamation, c'est vraiment l'idée qu'on va répandre quelque chose sur quelqu'un dans l'intention de lui nuire. Hein, c'est pour faire du mal. Et même si on peut dire que vous pensez que ça va peut-être aider d'autres gens s'ils savent que cette personne-là n'est pas recommandable, il reste que clairement, l'action de parler en mal de quelqu'un, dans ce cas-là, on le fait dans le but de nuire à l'autre aussi, là. Donc, c'est généralement quelque chose qui pourrait être poursuivi par l'entrepreneur, là. Donc, il y a des exceptions à ça, évidemment, c'est du cas par cas, là. Notamment, il y a une exception pour tout ce qui est d'intérêt public. Mais ça, on vous conseille fortement de laisser ça aux journalistes. Si vous jugez que votre cause est d'intérêt public, puis que vous dites que cet entrepreneur-là devrait être dénoncé publiquement, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, ben, contactez les journalistes. Eux sont habitués de jouer avec ces lois-là sur la diffamation et vont normalement là, s'arranger pour le faire dans les règles de l'art pour ne pas se faire poursuivre eux-mêmes. Si vraiment vous voulez dénoncer l'entrepreneur, ben, je vous encourage à porter plainte parce que, bon, on a parlé des différents endroits où est-ce qu'on pouvait porter plainte. Ariane en a parlé. Il faut être conscient que la plainte, ça ne réglera pas votre problème. Si on veut faire valoir nos droits, ben, c'est plus vers les tribunaux qu'il va falloir se tourner. La plainte, elle sert à ce que l'entrepreneur soit sanctionné, mais ça ne vous apporte rien à vous. Donc, si vraiment votre but, c'est de nuire à l'entrepreneur,
n'hésitez pas, là, porter plainte, que ce soit à la RBQ, à l'OPC. Si cet entrepreneur-là vous a été référé par que ce soit une banque d'entrepreneurs, le CA Québec, Renault Assistance ou autre, votre assureur peut-être, faites leur part de votre mécontentement. Mais évitez de le faire de vous-même sur les réseaux sociaux parce que ça pourrait se retourner contre vous. Et ça nous amène à la première période de questions de ce soir. Je ne sais pas si Martin a reçu des questions. On a Noëlla qui veut savoir, à l'inverse, si on découvre un problème après 12 ans, alors est-ce que ça a une influence sur nos recours? Alors j'imagine après 12 ans après la construction ou 12 ans après l'achat. Mettre l'effort pour compléter au besoin, là, mais si on n'avait pas connaissance de ce problème-là, puis c'est manifesté 12 ans plus tard, encore là, c'est vraiment la notion de connaissance. Quand on sait qu'il y a un problème, c'est ça le point de départ. Fait que ça fasse 12, 24 ans, il y a des fois des problèmes que on ne pouvait pas le savoir avant parce que, par exemple, les murs n'ont pas été ouverts avant, ou c'est des fois, par exemple, maintenant, c'est un vis caché, mais potentiellement, c'est vraiment quelque chose qui apparaît avec le temps. Fait que c'est ça. C'est vraiment la notion de connaissance. Évidemment, c'est sûr que si on avait connaissance du problème qu'on attend 12 ans, là, les chances que notre cours passe sont assez minces. En fait, si je peux me permettre d'ajouter, le problème, ça va plus être que généralement, après 12 ans, l'entrepreneur n'existera plus, ou en tout cas pas sous le même nom. Et donc, on a encore des droits, mais bonne chance pour les faire valoir. Mais quand on est dans le compte, mais si c'est un vice caché, par exemple, et puis que on se tourne vers les anciens propriétaires, ça peut même aller vers la succession si on accepte l'héritage. Donc, là, tout d'un coup, il n'y a pas beaucoup de limites. J'ai une question de Sébastien qui nous demande si c'est avantageux parfois de poursuivre différents acteurs impliqués dans un problème. Est-ce que c'est possible de poursuivre plusieurs acteurs et quels seraient les avantages de le faire? Oui, alors je dirais que pour les personnes qu'on peut... Alors revenons à la section là, qui poursuivre. Alors les intervenants qu'on a vus là, qu'il est possible de poursuivre le cas échéant, là, évidemment adapté à votre situation ou à tout autre cas. Je dirais que oui, c'est avantageux. On se demande, par exemple, votre question pourrait viser, est-ce que je devrais plutôt laisser le propriétaire antérieur poursuivre son propre propriétaire antérieur? Tu sais, c'est souvent les questions qui se posent. Et qui va remonter jusqu'au constructeur? Je vous dirais que cette question-là, on se la pose à chaque dossier. On examine les cas au cas par cas. Et souvent, on va recommander à notre client, le demandeur, comme vous, dans votre situation, de poursuivre, oui, vous-même directement plusieurs intervenants, car c'est vous qui avez le contrôle à ce moment-là. Si votre vendeur antérieur ne poursuit pas son vendeur antérieur, on peut s'être trouvé à le savoir trop tard, à ne pas avoir envoyé d'avis de dénonciation, etc. Alors oui, dans plusieurs cas, ça peut être avantageux que soi-même, nous poursuivions plusieurs intervenants qui sont dûment, qui peuvent être dûment responsables, évidemment. Et je profite de ces questions pour amener la précision que je voulais faire tout à l'heure. Également, il y a une personne qui a demandé une précision sur le délai de 3 ans. Lorsqu'on est en situation de vice caché, alors je fais une précision vraiment pour le vice caché, souvenons-nous de l'avis de dénonciation également. Donc, oui, on a le délai de prescription de 3 ans de la connaissance et en même temps, ce qu'on a vu au webinaire 4, pour ceux qui n'y étaient pas, lorsqu'on découvre le vice et qu'on a 3 ans pour poursuivre à partir de cette connaissance-là, bien, lorsqu'on le découvre, le vice, on a aussi une étape supplémentaire à faire et c'est d'envoyer un avis de dénonciation
à toutes les personnes qu'on veut poursuivre, dont on vient de parler, dans un délai raisonnable. Donc, parfois, selon les circonstances, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, vraiment très, très peu. Là, on essaie d'être vraiment rapide dans notre démarche. Je voulais simplement rappeler le fameux principe de l'avis de dénonciation également, dont on a parlé au webinaire 4 par rapport aux vices cachés. Lorsque l'entrepreneur a cessé ses activités, peut-il toujours être tenu à ses obligations? La question étant, lorsque l'entrepreneur a cessé ses activités, est-ce qu'il peut être toujours contraint à ses obligations dont on a parlé? Alors, à première vue, une réponse plus générale, là, à première vue, c'est non. Si l'entrepreneur a fermé son entreprise de façon légale et régulière, là, non, l'entrepreneur ne peut pas être tenu. Il y aurait différents mécanismes qui devraient être vraiment étudiés au cas par cas, là. Mais si les administrateurs de l'entreprise auraient commis un dol, justement, il y aurait peut-être une démarche à faire. Là. Il y a différentes choses qui peuvent être examinées et entreprises. Là, cependant, on tombe vraiment dans quelque chose de très précis qui doit être étudié au cas par cas. Cependant, s'il n'y a rien de tout ça, oui, effectivement, si un entrepreneur a légalement fermé ses portes, il n'est plus imputable. Merci beaucoup. Ça termine la période de questions pour le moment. M. Arnois, c'est à vous. Ben, en fait, moi, je vais passer le micro à Ariane qui va nous parler de la mise en demeure. Oui, merci. Donc, la mise en demeure. Donc, on en parle beaucoup de la mise en demeure. C'est vraiment souvent quelque chose qui revient évidemment. Donc, en fait, j'aimerais commencer par finalement, c'est quoi le but de la mise en demeure? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, première chose, c'est évidemment, donc, comme Méclasseur vient d'en parler, la mise en demeure, c'est distinct de la dénonciation. C'est deux concepts qui sont différents. Puis la mise en demeure, c'est différent d'une demande en justice. Généralement, ça va être considéré un peu comme une espèce d'étape préalable avant de faire sa demande en justice. Parce que donc tous les recours qu'on va voir éventuellement, donc avec Méclasseur un peu plus tard dans le webinaire, tout ça, ça vient être ouvert à une personne là, une fois que le débiteur là, de l'obligation, ici, qui on fait souvent référence, donc la personne là, qui s'est obligée à faire ou à ne pas faire quelque chose envers nous, donc elle doit être mise en défaut. Donc, il faut qu'elle soit en défaut d'exécuter son obligation. Comment on met la personne en défaut? Ça va être avec la mise en demeure. Donc, la mise en demeure, c'est vraiment une espèce de dernier délai de grâce qu'on accorde à une personne. Ici, dans ce cas-ci, pour nous, ça va être l'entrepreneur, finalement. On lui donne un dernier délai pour exécuter son obligation, une espèce de dernière chance, finalement, avant qu'on le poursuive généralement. Donc, on va ici l'article 1595 à l'écran, donc la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Donc, première condition super, super importante avec la mise en demeure, donc ça doit être fait par écrit. Puis là, donc, le deuxième alinéa de l'article nous dit qu'elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant en faisant référence à la nature de l'obligation et aux circonstances. Donc, évidemment, si on parle de rénovation, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites en dedans de 2 jours. C'est juste physiquement impossible. Donc, évidemment, là, puis l'article nous précise que si on ne donne pas un délai d'exécution suffisant, c'est correct finalement si l'entrepreneur exécute finalement, par exemple, les travaux correctifs à faire dans un délai raisonnable à compter du moment où il reçoit la mise en demeure. Donc, finalement, ce que la mise en demeure va venir faire, c'est qu'elle va informer finalement le débiteur, donc encore une fois l'entrepreneur dans notre cas, de c'était quoi son obligation, comment finalement en ce moment il ne remplit pas cette obligation, il ne s'exécute pas, le délai
qu'on lui donne pour s'exécuter là, ou rectifier la situation finalement. Puis, ça va être quoi les conséquences de son défaut de s'exécuter? Généralement, évidemment, dans la plupart des cas, la conséquence de son défaut de s'exécuter, ça va être qu'on va lui réclamer, là, par exemple, des dommages intérêts, etc. Mais donc, ça va prendre la forme d'une demande en justice. Ça va généralement être l'espèce de conséquence la plus fréquente qu'on va donner au défaut de s'exécuter. Donc, comme on peut le voir ici, l'article 1596, donc évidemment, la mise en demeure, c'est pas quelque chose qui est nécessairement obligatoire, mais donc, 1596 nous donne un peu l'espèce de conséquence à ne pas faire de mise en demeure. Donc, la demande en justice formée par le créancier contre le débiteur sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, donc il n'a pas été formellement mis en défaut de s'exécuter, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. Donc, ça, c'est vraiment la situation où on n'envoie pas de mise en demeure à notre débiteur, donc à l'entrepreneur, que entre le moment où on dépose notre demande en justice, puis donc le moment où il y aurait jugement, l'entrepreneur s'exécute finalement dans un délai qu'on juge raisonnable, encore une fois, eu égard à la situation, aux circonstances, à c'est quoi la nature de l'obligation. Donc, et que là, finalement, ben, la demande en justice devient sans objet parce que le débiteur s'est exécuté puis a rempli son obligation de manière adéquate. Donc, les frais que ça va avoir coûté, là, donc par exemple, les frais de timbre judiciaire, les frais d'ouverture de dossier à la cour, par exemple, les frais de huissier qui auraient pu être engagés, et tout ça, donc, ça va être à la charge de la personne qui aura fait finalement la demande en justice sans prendre la peine de mettre en demeure son débiteur. Avant que j'oublie et que je passe à d'autres aspects, donc, je ne peux mettre assez d'emphase sur le fait que la mise en demeure doit être écrite. Donc, évidemment, là, c'est sûr que par écrit, on peut penser tout de suite là, à vraiment l'envoi d'une lettre, mais un courriel ou même un message texte, ça a été considéré comme une mise en demeure qui aurait été valablement faite par les tribunaux dans certains jugements. Ça s'est passé comme ça, puis la personne a été considérée comme valablement mise en demeure. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir finalement prouver que cette mise en demeure-là a bien été envoyée et reçue finalement par le débiteur. C'est là où, si je peux me permettre de remonter à la question donc qui a été posée, je pense que c'est un bon moment pour y répondre. Donc, il y a d'envoyer la mise en demeure donc, sous forme de lettre avec accusé de réception ou il faut passer par un huissier de justice. En fait, ça va venir dépendre pour vous du degré de certitude que vous voulez avoir, comme quoi la personne a bien reçu cette mise en demeure-là. Donc, c'est sûr qu'évidemment, par exemple, par courriel, on peut avoir un accusé, on peut obtenir là, un accusé de réception du serveur, par exemple, qui va pouvoir nous être envoyé. Ça peut aider à confirmer. Si on le fait par courrier recommandé, par exemple, si la personne se déplace pour aller chercher la lettre, on va avoir confirmation, mais le plus haut degré de certitude pour vraiment s'assurer hors de tout doute là, que la personne aura bien reçu la mise en demeure, c'est par le huissier. Parce que le huissier, donc, va faire ce qu'on appelle là, finalement une signification, là, puis va dresser un procès verbal de signification. Donc, ça va être vraiment là, la confirmation que le huissier va avoir remis la mise en demeure à la personne à laquelle elle est adressée. Puis de contester un procès verbal là, dressé par le huissier, un procès verbal de signification, c'est pour utiliser l'expression que Marc-André a utilisée un peu plus tôt, il faut se lever tôt. Donc, ça fait vraiment là, foi devant le tribunal que la personne a bien reçu. Puis, donc, dans ces cas-là, si elle ne s'exécute pas, on est vraiment là, certain que donc elle aurait été formellement là, notifiée donc de la mise en demeure finalement. Oui, donc par rapport à la notion de diffamation qu'on a vue, donc c'est vraiment important quand même dans la mise en demeure, quand on la rédige, de ne pas mettre des suppositions, des hypothèses ou des choses dont on n'est pas certain. Donc, c'est vraiment une très bonne pratique là, de s'assurer qu'on met uniquement là, finalement
des faits vérifiables ou potentiellement vérifiables ou qu'on a déjà même vérifié idéalement. Puis également, le fait de mettre dans notre mise en demeure la mention sous toute réserve ou sans préjudice, par exemple. Ça, c'est des mentions qui vont venir un peu nous protéger. Donc, si jamais on n'a pas nécessairement connaissance de tous les faits ou ça va finalement nous éviter dans la rédaction de mise en demeure de nous commettre puis de considérer que certaines choses qu'on va mettre dans cette mise en demeure-là sont des admissions, par exemple. Puis, je pense que c'est tout pour ce qui concerne la mise en demeure, là, puis un peu plus ce qui entoure la rédaction, puis finalement ce que c'est de mon côté. Donc, je vais inviter Maître Lessard. Parfait. Alors, effectivement, on continue avec la mise en demeure pour voir ce qu'on peut demander. Alors, avant d'entrer dans vraiment la nomenclature des articles qui sont cités, qu'on va décortiquer un par un, je vais résumer le tout en disant que, principalement, il y a 3 choses qu'on peut réclamer par mise en demeure. Donc, tout d'abord, on peut demander à ce que le débiteur, donc l'entrepreneur dans notre cas ou notre vendeur, là, et les autres intervenants si on est en vice caché, donc le débiteur, la personne qu'on veut poursuivre, là, on peut lui demander d'abord de faire quelque chose, d'exécuter quelque chose, ce qu'on appelle l'exécution en nature. Ensuite, on peut aussi demander avec l'exécution en nature ou seul, ou seulement ça, on peut aussi demander des dommages-intérêts et une somme d'argent. Et on peut aussi demander, seul ou avec une somme d'argent, la résiliation du contrat ou la résolution du contrat. Alors, la résiliation du contrat, par exemple, un contrat de rénovation résidentielle, on veut demander que le contrat cesse pour l'avenir, alors qu'au contraire, dans un autre côté, la résolution, c'est l'annulation complète, par exemple, de la vente en matière de vice caché. Alors, je vais détailler ça au cas par cas, on va y revenir. Alors, l'article 1601 nous dit justement que le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation. Alors, revenons au début de l'article. Le créancier, dans les cas qui le permettent. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est ça, c'est qu'il y a des restrictions, c'est que tout, on ne peut pas tout demander là, qu'il soit exécuté, dans le fond, en nature, l'exécution de faire. La restriction, je vous dirais, là, la plus importante qu'on va regarder ce soir, c'est que on ne peut pas forcer un individu, vraiment une personne, là, un individu comme tel, à revenir chez vous exécuter des travaux s'il ne veut pas le faire volontairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais je veux dire, il faut demander autre chose à ce moment-là. Si c'est un individu, je donne l'exemple du plombier, par exemple, ou du maçon qui œuvrerait seul. Donc, cette personne-là, on peut lui demander, par mise en demeure, de dire « reviens et corrige tes travaux, exécute tes travaux ». Si la personne ne veut pas le faire, par contre, il faut se prévoir une autre demande qu'on appelle subsidiaire. Donc, si tu ne veux pas effectuer ce que je t'ai demandé en premier lieu, je te demande quelque chose d'autre, de façon donc subsidiaire. Alors, par exemple, remets-moi une somme d'argent pour que je puisse faire les travaux par quelqu'un d'autre, ou bien toi-même, entrepreneur, engage quelqu'un à tes frais pour le refaire. Cependant, s'il s'agit, si la personne visée, c'est plutôt une compagnie, une personne morale là, qui comporte plusieurs employés et que ce n'est plus individuel là, à une personne, là, l'entreprise pourrait être tenue d'envoyer quelqu'un, un de ses employés en ventilation, par exemple, venir corriger le problème de ventilation qui est arrivé à votre résidence, par exemple. Alors,
Ensuite, on dit donc, voilà, que le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation. En fait, c'est que je veux vous donner là, d'autres exemples. Donc, par exemple, lorsqu'on dit aussi d'exécuter en nature, je le disais, par exemple, en matière de vice caché, bien, on peut demander à la personne de faire les travaux, mais à ses frais par quelqu'un d'autre. Ou bien, un autre exemple de bien mobilier, dans un autre sujet, on pourrait demander aux fabricants ou aux vendeurs professionnels de réparer un véhicule. Donc, c'est ça qu'on entend par une exécution en nature. Ensuite, l'article 1590 nous donne un éventail de choix de recours dont on parle. Alors, vous avez le choix, comme créancier, de choisir votre recours. Alors, 1590 dit lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation, donc on parle d'une obligation totale, partielle ou imparfaite, et qu'il est en demeure, donc on rappelle toute l'importance de la mise en demeure obligatoire, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de toute ou partie de l'obligation, et là on nous donne 3 choix. Lorsqu'on dit « sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de toute ou partie de l'obligation », c'est une autre façon de dire le droit à une somme d'argent ou à des dommages-intérêts. C'est ça qu'on veut dire par équivalent, donc en équivalent d'une somme d'argent, finalement. Alors, le paragraphe 1, forcer l'exécution en nature de l'obligation, on vient de le voir. Paragraphe 2, obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative. Alors, j'y reviens. Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution. Donc, la résolution, c'est l'annulation complète d'un contrat. Comme on a parlé au webinaire 4 en matière de vice caché, quand le vice est suffisamment grave et qu'on veut faire annuler la vente, on parle d'une résolution et là, on applique tous les principes des vices cachés. Je vous invite à retourner voir le webinaire 4. Ou la résiliation du contrat. J'y viens dans un instant avec la fiche suivante. Ou la réduction de sa propre obligation corrélative. Ici, ça pourrait être l'exemple où, toujours en vice caché, au lieu de demander l'annulation de la vente parce que le vice n'est pas si grave, on veut plutôt demander la diminution du prix de l'immeuble. Alors, on diminue son obligation corrélative. C'est autre chose qu'on peut demander également. Et en troisième lieu, prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. Donc, ici, on voit vraiment, généralement, là, tout autre moyen qu'on pourrait vouloir requérir. On l'a prévu ici. Ensuite, l'article 1604, le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer dans les cas qui le permettent l'exécution en nature de l'obligation, donc il choisit autre chose, il a le droit à la résolution du contrat, on vient de le voir, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Alors, vraiment un bon exemple de ça, c'est le contrat de rénovation résidentielle avec un entrepreneur qu'on a regardé. Je vous invite aussi à aller revoir le webinaire 3. Alors, c'est vraiment un exemple pour la résiliation d'un contrat. La résiliation d'un contrat, c'est qu'on ne va pas anéantir complètement le contrat, on va faire en sorte qu'on le termine, le contrat, pour l'avenir. On va passer à la fiche suivante pour parler d'exception et de modalités. D'exception, en fait, c'est l'article 21-25 qu'on voit là, qui a été traité là, abondamment dans le webinaire 3. Je pourrais appeler ça une exception favorable aux consommateurs ou aux justiciables. Là. On dit que l'article 21-25, sachez que lui, il est situé dans le Code civil, dans la portion du contrat d'entreprise. Donc, un contrat d'entreprise entre vous et un entrepreneur, là, spécifiquement. Alors, le client peut
unilatéralement résilier le contrat, quoique la résiliation de l'ouvrage ou la prestation de service ait déjà été entreprise. Alors, contrairement à ce qu'on vient de voir, là, les articles 1601, 1590, 1604, ça, c'était les obligations générales où est-ce qu'il fallait avoir une cause, si on veut, pour résilier le contrat. Bien, c'est là que dans le chapitre sur le contrat d'entreprise entre un entrepreneur et vous, parce que là, on parle d'un entrepreneur qui vient chez vous et qui exécute des tâches dans vraiment votre résidence, votre patrimoine, tout ça. Donc, vu l'importance de ça, on a l'article 21-25 qui dit que vous pouvez terminer un contrat unilatéralement de votre simple gré sans devoir passer par la voie judiciaire. Cependant, bien entendu, comme on a dit au webinaire 3, cette résiliation-là doit se faire de bonne foi envers l'entrepreneur. On l'avise à l'avance, on lui envoie un avis également, idéalement. Et l'article 21-29 vient prévoir que lorsque le client décide justement de résilier le contrat sans nécessairement avoir un motif là, sans faute ou quoi que ce soit, eh bien, chacun se remet ce qui lui est dû, c'est-à-dire que vous, comme client, vous payez l'entrepreneur pour les travaux corrects, qui ont été correctement là, effectués. Vous le payez pour les travaux qui ont été faits. Et lui, il vous remet les avances, dans le fond, qu'il aurait perçues en trop de votre part. Et on termine l'article simplement pour souligner que dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir. Je tenais à rajouter un petit mot sur la mise en demeure de plein droit. Très honnêtement, c'est un concept qu'un avocat va à peu près jamais vous recommander parce que c'est risqué. Mais je tenais à ce qu'on en parle parce que ça répond à un contexte qui nous est souvent dénoncé à la CQC. Donc, je m'explique. Ce qu'on a dit, ce que Maître Gauthier et Lessard ont dit, c'est qu'on peut mettre en demeure quelqu'un de manière volontaire en lui envoyant une lettre de mise en demeure. Mais il y a des cas prévus dans la loi où on va dire que la personne est en demeure de par la loi. Elle est de plein droit. On n'a même pas besoin de lui envoyer une lettre. Elle l'est. Donc, bon, on a noté 2 articles ici. Là. Par exemple, on est en demeure de plein droit lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il n'a pas exécuté immédiatement alors qu'il y avait urgence. Donc, c'est un contexte dans lequel on ne serait pas obligé d'envoyer une lettre de mise en demeure, parce que on va dire aussi, bon, lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation. Donc, mais encore là, évidemment, il va falloir le démontrer ensuite. Là. Mais si vous avez un écrit de l'entrepreneur qui vous dit non, moi, il n'est pas question que je remette les pieds chez vous, ben peut-être que ça pourrait s'appliquer. Évidemment, on vous conseille de consulter un avocat, là, mais c'est une notion qui existe. En quoi est-ce que c'est intéressant la mise en demeure de plein droit? C'est intéressant parce que ça arrive quand même régulièrement qu'on nous dénonce des cas où les gens ils disent là, la relation de confiance avec l'entrepreneur est complètement brisée, il a saccagé tout ce qui a touché chez nous. Il n'est pas question qu'ils viennent empirer les choses en essayant de les corriger. Le client dit non, moi je ne veux plus que l'entrepreneur vienne. Or, comme on l'a déjà vu, il faut laisser une chance à l'entrepreneur de corriger son erreur normalement. C'est un peu ça le but de la mise en demeure. La mise en demeure, on vient dire à l'entrepreneur, je considère que tu as fait une erreur, je veux que la plupart du temps, ça va être, je veux que tu viennes corriger cette erreur-là ou que tu me verses tel montant pour que je puisse faire corriger cette erreur-là par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il y a des cas où est-ce qu'on ne veut pas que l'entrepreneur vienne corriger son erreur. Et on pourrait craindre que si on lui envoie une lettre de mise en demeure, bien, il va être tenté de venir essayer de corriger son erreur pour ne pas se faire poursuivre. C'est là où la mise en demeure de plein droit pourrait être utilisée pour peut-être faire des travaux par quelqu'un d'autre sans envoyer de lettre de mise en demeure et ensuite le poursuivre pour la valeur des travaux.
Mais c'est quelque chose de risqué. Le fardeau de preuve est élevé. Il va falloir démontrer, ça va être sur vous, le fardeau de preuve, de démontrer que l'entrepreneur était mis en demeure de plein droit, que vous n'aviez donc pas besoin de lui envoyer une lettre de mise en demeure pour l'avertir qu'il était en défaut. Et là, il va falloir vous appuyer justement sur les articles qu'on a vus là ou d'autres qui permettent de dire qu'il est en demeure de plein droit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous conseiller de faire par vous-même sans consulter un avocat. Mais si vraiment vous voulez absolument pas que l'entrepreneur remette les pieds chez vous, c'est quelque chose, c'est pertinent de savoir que ça existe. Et ça nous amène à une deuxième période de questions. On nous demandait si, donc, avec une simple mise en demeure, on pouvait faire appel à un tiers. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter? Oui, en fait, c'est qu'il faut s'assurer que l'entrepreneur va recevoir la mise en demeure en voulant dire on lui expédie par courrier recommandé ou par huissier quand c'est nécessaire. Par contre, une fois qu'il est mis en demeure et qu'il ne répond pas, eh bien oui, on peut alors considérer que l'entrepreneur ne reviendra pas et on peut faire appel à un tiers pour compléter. Oui. Peut-on envoyer une mise en demeure par courriel uniquement? Eh bien, c'est une question de preuve. Alors, moi, ce que je donne comme conseil, c'est sûr que dans le Code de procédure civile, les règles changent rapidement vu, euh, vu l'importance des technologies, là. Alors, moi, ce que je recommande, c'est même si on peut certainement envoyer une copie de la mise en demeure par courriel, je m'assurerai de l'envoyer par courrier recommandé ou par huissier. Le but étant de pouvoir prouver qu'il l'a reçu. C'est ça, oui, exactement. Ah, et on nous relance sur le fait qu'une mise en demeure envoyée par courriel, mais avec accusé de réception, ce serait donc légal. Bien, oui, en fait, on veut vraiment s'assurer par un accusé réception. Cependant, ma recommandation va surtout, moi, par précaution, je l'envoie aussi à l'adresse quand on va sur le site du registraire des entreprises du Québec et qu'on voit l'adresse de l'entrepreneur. Par précaution, je l'envoie à ce domicile élu-là, si on veut, pour m'assurer que la mise en demeure a bien été reçue au siège même de l'entreprise, finalement. Par précaution. On nous demandait si on pouvait demander des dommages punitifs. Oui, alors, si on peut demander des dommages punitifs, c'est certain qu'il faut y aller au cas par cas de chaque situation. Par exemple, pour demander des dommages punitifs, il faut vraiment donc une faute lourde, de la fraude. Alors, il faut vraiment des cas particuliers. Et si, selon vous, de telles situations se sont produites, eh bien, effectivement, vous pouvez le demander. Et dans ce cas-là, vous le demandez tant dans votre mise en demeure que dans votre procédure introductive d'instance. Et vous allez présenter les faits au juge et à ce moment-là, ce sera à lui, effectivement, de décider si les faits là, donnent ouverture là, justement à des dommages punitifs. Pour une notion similaire, je vous réfère, si vous n'étiez pas déjà en ligne lors du webinaire 4, nous avons parlé du DOL, donc qui entraîne le fait qu'on peut demander là, justement là, des dommages-intérêts supplémentaires par rapport à ça. Alors, je vous réfère aussi à cette portion-là. Dans le cœur du sujet, on va s'en aller dans les différents moyens de faire valoir vos droits et on va commencer avec les modes alternatifs de règlement des différends. Oui, merci beaucoup. Donc, on va s'en aller
Donc, pour parler de justement donc de négociation, médiation ou d'arbitrage. Donc, donc, on fonctionne avec un nouveau code de procédure civile. Donc, on vous parle souvent du code civil, mais il y a également le code de procédure civile. Donc, le code de civil vous dit ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, quels sont vos droits et vos obligations. Le code de procédure civile vient vous dire comment faire valoir vos droits, par exemple. Donc, depuis le nouveau code de procédure civile, depuis 2016, donc, il y a vraiment une emphase qui est mise sur les modes alternatifs de règlement des différends. Donc, on veut vraiment encourager puis limite maintenant obliger les parties à un différend, un litige éventuel, à considérer ces modes privés là, on les appelle donc les modes privés de prévention et de règlement des différends. Donc, on veut vraiment là, que avant qu'on se mette à poursuivre, avant d'aller devant les tribunaux, justement, pour essayer de désengorger les tribunaux, qu'on considère donc ces modes privés de règlement-là. Donc, puis on a reproduit donc ici le premier article du Code de procédure civile. Donc, premièrement, là, c'est sûr que j'ai dit comme ça, c'est des mots qu'on voit souvent, mais donc, pour vous les expliquer un peu plus, là, par exemple, là, donc la négociation, en fait, c'est sûr que, évidemment, ça vous dit probablement un peu quelque chose quand on vous dit la négociation. Finalement, la négociation, c'est un peu la base de tous les modes de prévention puis de règlement des différends. Donc, c'est vraiment, en fait, un peu, souvent même avant d'avoir la mise en demeure ou même après, où il va y avoir finalement une espèce de discussion entre les deux parties, puis où finalement, on va généralement faire potentiellement certaines offres de règlement, des contre-offres. C'est vraiment, c'est ça. Je pense que la meilleure manière là, de le décrire, c'est vraiment comme communication et discussion, donc dans le but d'essayer de régler là, le différend. Ça, vous pouvez faire ça avec ou sans avocat, tout dépendamment de où vous en êtes rendu dans votre processus, puis si vraiment votre problématique nécessite l'assistance d'un avocat ou pas, mais donc, généralement, ça se fait entre les parties ou d'avocat à avocat qui vous représente dans le cadre de ces négociations-là. Ensuite, la médiation, c'est finalement une espèce de négociation, mais encadrée, donc par un médiateur ou une médiatrice. Donc, le médiateur ou la médiatrice va vous aider finalement va encadrer la discussion, va encadrer la communication pour qu'on soit, dans le fond, mieux à même de comprendre finalement les besoins et les intérêts de chaque partie pour en arriver à une entente satisfaisante de part et d'autre. Donc, le médiateur ou la médiatrice, c'est une personne qui est impartiale. Il n'y a pas d'ordre professionnel à proprement parler, mais il y a ce qu'on appelle des médiateurs et des médiatrices accrédités. Il y a certains programmes là, à l'université, par exemple, qui se donnent également pour pouvoir être un médiateur ou une médiatrice encore là qui est accrédité ou qui a vraiment comme des compétences dans le domaine. Donc, ça peut, c'est pas nécessairement un avocat qui veut le faire. C'est sûr que si c'est un problème de nature vraiment juridique, c'est sûr que d'avoir un médiateur qui peut être un avocat ou un notaire, par exemple, ça peut être assez pertinent. Mais voilà, donc pour la médiation. À la fin de la négociation, de la médiation, il peut, on vous le souhaite d'ailleurs, il peut intervenir une entente entre les parties. Donc, puis ça, la médiation, la négociation, ça peut arriver à n'importe quelle étape, comme je disais, avant la mise en demeure, après la mise en demeure, même une fois que le processus judiciaire va être entamé, il n'y a rien qui ne vous empêche de, pendant ce processus judiciaire-là, d'avoir recours à la médiation ou à la négociation. Puis là, donc, comme je disais, s'il y a une entente qui intervient, mais premièrement, c'est sûr que de tout mettre ça par écrit, c'est idéal, évidemment. Mais donc, au terme de cette négociation-là ou de cette discussion-là, donc, cette entente-là peut être considérée et peut s'appeler donc une transaction. La transaction, c'est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation en être, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Donc, c'est vraiment là, finalement cette notion-là de on s'entend, on règle notre litige
avant là, potentiellement d'obtenir jugement là, dans la plupart des cas ou quand l'exécution de ce jugement-là pose problème. Donc, puis, ce qui est intéressant avec la transaction, c'est qu'elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée. Donc, entre les deux parties, c'est comme si de consentement, elles rendaient un peu jugement finalement sur leur propre chose, sur leur propre différent. Donc, finalement, c'est comme n'importe quel autre contrat en fait. Ce qui est spécial avec la transaction, c'est que, donc, même s'il n'est pas nécessairement susceptible d'exécution forcée, contrairement à un jugement rendu par un juge là, devant un tribunal traditionnel, c'est que cette entente-là, si elle est homologuée, donc c'est un processus là, par lequel finalement le tribunal là, entérine cette entente-là, comme l'approuve, si je peux me permettre l'expression. Puis donc ça va lui donner la force de n'importe quel autre jugement qu'un juge aurait rendu. Ça va vous permettre, vous, après ça, d'en forcer l'exécution. Donc, quand on dit forcer l'exécution, on peut penser à, par exemple, quand, par exemple, si on condamne quelqu'un à vous payer une somme d'argent, en termes de dommages-intérêts, par exemple, on pense tout de suite l'exemple classique au huissier qui va saisir, par exemple, des biens de cette personne-là pour pouvoir les vendre par la suite et donc vous payer. Ou si jamais, des fois, c'est de faire évacuer une personne de certains lieux, si le jugement lui demandait de quitter à un moment donné, mais qu'elle ne le fait pas. Donc, c'est ça qu'on va dire par exécution forcée. Donc, ça peut être super intéressant, finalement, d'avoir recours à la négociation, la médiation, parce que comme partie, on garde vraiment le contrôle, finalement, sur l'issue de notre différend. Puis, comme on l'a dit au départ, donc, des fois, c'est une entente qui est un peu difficile, mais qu'on a quand même négocié. C'est mieux qu'un jugement sur lequel, finalement, on n'a pas de contrôle. Parce que quand on sera devant la cour, devant le juge, là, vraiment, c'est le juge qui va décider à la fin qu'on n'a absolument, en fait, pas vraiment de contrôle sur l'issue des procédures. Puis ensuite, ce qui est un peu différent, finalement, c'est l'arbitrage. Donc, l'arbitrage, à la différence des deux autres, ça se rapproche le plus du processus judiciaire traditionnel parce que l'arbitre va un peu agir comme une espèce de juge privé, finalement, dans votre différend. Fait qu'il va quand même rendre jugement, il va rendre maintenant une décision arbitrale, puis cette décision-là va devoir être conforme, par exemple, au terme du contrat ou à la loi, là, spécifiquement. À la différence, c'est de la négociation, de la médiation. Là, oui, on va quand même se situer là, dans la limite de ce qui est légal, mais on a vraiment une grande marge de manœuvre vu que finalement, comme on décide complètement de ce qu'on va faire avec notre différend, mais là, l'arbitre, finalement, on va lui donner un peu le même contrôle qu'on donne à un juge. Fait qu'on a vraiment beaucoup moins de contrôle sur la décision que l'arbitre va rendre. Fait que la meilleure manière, je pense que je peux le décrire, c'est vraiment comme une espèce de petit tribunal privé qu'on se crée. Donc, puis l'arbitrage, ça nous empêche, en fait, par la suite, de porter notre litige, notre différend devant les tribunaux. Parce que, donc, la sentence arbitrale, la décision que l'arbitre va rendre, ça va être comme si on avait rendu jugement dans votre affaire. Différemment, donc, de la négociation, de la médiation, c'est si ça aboutit pas, par exemple, puis qu'il n'y a pas d'entente de conclu, ça va toujours être possible par la suite d'aller saisir les tribunaux du problème si jamais c'est pas réglé. L'arbitrage, ça met un point final au litige, finalement, de la même manière qu'un jugement. Puis, évidemment, là, c'est pas, pas évidemment, là, mais en fait, c'est pas possible de faire appel de la décision de l'arbitre, par contre. Donc, à la différence d'un jugement rendu par un tribunal là, traditionnel, où là, on peut porter en appel, par exemple, du jugement à la cour d'appel et ainsi de suite, la sentence arbitrale, c'est pas possible. Donc, ça nous limite finalement les possibilités une fois que la décision est rendue. Si on n'est pas d'accord, nos possibilités et nos options pour faire renverser cette décision-là sont assez minces. Puis, finalement, généralement, là, dans le cadre de pas mal tous ces processus-là, surtout la médiation et l'arbitrage, donc, ce qui s'y dit puis ce qui est fait au terme de ces processus de négociation et de discussion-là sont généralement confidentiels. Donc, c'est pas des choses qu'on peut divulguer par la suite. C'est sûr que
si on fait homologuer une transaction ou une décision arbitrale, parce que de la même manière, pour forcer l'exécution d'une décision ou d'une sentence arbitrale, il faut la faire homologuer comme pour la transaction dont je parlais un peu plus tôt. Donc, ça va être le même processus, puis on va finalement donc avoir la même force qu'un jugement par la suite. Évidemment, tant que si on ne fait pas homologuer ça, donc tout ça reste confidentiel, mais c'est ça. Donc, une fois que c'est homologué, là, ça va être rendu public, mais voilà. Donc, c'est pas mal tout pour les modes privés de règlement des différends. Puis, je vais continuer avec le tribunal compétent. Donc, si jamais c'est, par exemple, ces modes de prévention des différends ne fonctionnent pas, ou pour vous, c'est pas une possibilité dans votre dossier. Donc, on a vu là, tout ce qu'on pouvait faire, donc qui poursuivre, qu'est-ce qu'on peut demander. Là, finalement, c'est à qui on demande ça. Donc, premièrement, là, il y a la différence à faire entre ce qu'on appelle la compétence matérielle ou la compétence territoriale. Donc, il y a deux façons de déterminer devant quel tribunal on veut. Donc, on va se concentrer premièrement sur la compétence matérielle. Fait que c'est finalement un peu ce sur quoi va porter notre différent de notre litige. Là, on dit souvent l'objet en litige. Donc, on va premièrement se référer à la notion du montant qui est en jeu dans notre litige. Donc, c'est quoi la valeur de l'objet en litige? Donc, comme on peut le voir ici, on a la Cour des petites créances qui est 15 000 et moins. Ensuite, la Cour du Québec, là, ça va être au-dessus de 15 et juste qu'à 85 000. Puis la Cour supérieure, ça va être 85 000 et plus. Donc, tout dépendant du montant qui est en jeu, mais là, on va se diriger vers une de ces trois cours-là. Ensuite, il y a certaines matières qui sont réservées spécifiquement à certaines cours, que là, ça ne dépend pas nécessairement du montant qui est en jeu, mais ça va être vraiment, par exemple, je peux vous donner un exemple rapide comme ça, là, par exemple, les matières familiales, c'est uniquement devant la Cour supérieure qu'on traite de ça. Donc, voilà, il y a certaines choses comme ça qu'on n'a pas vraiment contrôle. Si, par exemple, vous faites une demande en injonction, ça va être également devant la Cour supérieure. Fait que c'est comme ça qu'on vient déterminer. C'est sûr qu'en matière de rénovation, tout dépendant de la nature du problème et de l'ampleur des rénovations, ça arrive assez souvent que les gens vont se retrouver devant la division des créances à la Cour du Québec. Puis donc ensuite, en ce qui concerne la compétence territoriale, donc évidemment, là, oui, on sait qu'on est par exemple devant la Cour des petites créances, devant la Cour du Québec, mais il faut qu'on prenne notre demande dans le bon district judiciaire. Donc, le Québec est séparé dans différents districts judiciaires. Par exemple, il y a Laval, Montréal, il y a le district de Terrebonne, qui est le palais de justice de Saint-Jérôme. Donc, il faut également là, donc faire attention au niveau de tribunal ou à quel tribunal, mais l'endroit où on prend notre demande finalement. Donc, généralement, là, la règle de base, tout ça, ça se trouve là, dans le code de procédure, donc il nous dit comment faire là, comment faire valoir nos droits. Donc, généralement, donc la juridiction territoriale compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur, ou l'un d'entre eux s'il y en a plus qu'un. Et s'ils sont domiciliés dans des districts différents, donc la notion là, évidemment, si le domicile, là, quand on parle finalement d'une personne morale, ça va être généralement où elle va avoir son siège social ou une place d'affaires à tout le moins. Mais voilà, donc, puis là, on a, ça c'est un peu la règle de base. Ensuite, là, il y a plusieurs autres articles qui viennent donc nous dire, par exemple, l'article suivant est également compétente au choix du demandeur en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu. Donc, puis par exemple, lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien. Donc,
généralement, ça va être réservé aux demandeurs là, de où va être prise sa demande, mais c'est sûr que justement, nous, étant donné qu'on est en matière contractuelle, donc ça va être soit, par exemple, où est située l'entreprise qu'on souhaite poursuivre, l'entrepreneur qu'on souhaite poursuivre, ou ça va être le lieu où le contrat va avoir été conclu. Il y a différentes règles qui entourent ça, mais donc, c'est important finalement de choisir la bonne cour puis le bon district judiciaire parce que sinon, la partie adverse va pouvoir demander à ce que finalement le litige soit physiquement déplacé de cour ou qu'il soit changé, là, par exemple, de la Cour supérieure à la Cour du Québec. Puis tout ça, bien, ça peut occasionner des délais pour vous, des procédures additionnelles qui sont facilement évitables généralement. Puis, on a mis là, donc sur la diapo que ça peut être avantageux de réduire volontairement le montant de sa réclamation à 15 000 $ pour s'adresser à la division des petites créances. Donc, si par exemple, vous avez une réclamation qui est à 16 200 $, ça peut être avantageux pour vous de bénéficier de la procédure des petites créances qui est allégée. On va le voir un peu dans quelques instants. Mais donc, ça peut être avantageux de le faire pour vous, puis donc de ne pas finalement vous rendre à la Cour du Québec ou puis donc de bénéficier là, de la procédure du créance. Puis finalement, en matière d'hypothèque légale, le montant à considérer, ça ne va pas être le montant en litige, mais la valeur de la propriété grévée par l'hypothèque. Parce qu'en fait, l'objet du litige, dans ce cas-là, on pourrait dire que ça devient finalement réellement l'immeuble et non le montant de la créance nécessairement, étant donné qu'on souhaite donc vendre l'immeuble, par exemple, si on veut le vendre pour se faire payer. Voilà, donc c'est également, fait généralement, on va finir par se retrouver à la Cour supérieure très facilement, même si on va avoir une créance qui va être en fait inférieure à 85 000 $. Et donc, la division des petites créances où plusieurs personnes se retrouvent en matière de rénovation. Donc, comme je le disais, c'est une procédure qui est allégée. Il y a vraiment, vous êtes là, vous, comme demandeur, généralement, beaucoup plus accompagné. Là, en fait, le greffe de la cour, c'est un peu le secrétariat de la Cour, si je peux me permettre, doit vous aider dans votre processus de demande, puis doit vous accompagner et répondre à une multitude de questions. C'est beaucoup moins le cas, en fait, pour nous, avocates, puis je suis sûre que Maître Essard pourra confirmer, le greffe ne nous aide pas, nous, quand on a des questions, puis ils vont être un peu potentiellement moins sympathiques avec vous si vous êtes à la Cour traditionnelle, si je peux me permettre. Donc, au quand on va vraiment vous accompagner puis répondre à une multitude de questions que vous pourriez avoir par rapport au processus. Puis donc, c'est comme ça parce que vous vous y représentez donc vous-même, sans avocat. On peut être accompagné pour certaines choses. Il y a certaines règles qui prévoient de l'accompagnement et tout, mais la règle générale, il y a vraiment peu de situations où on peut être accompagné là, par un avocat ou par un proche, un parent, ou etc. Mais donc, c'est vraiment généralement seul. C'est avantageux aussi parce que c'est donc moins coûteux. Évidemment, les montants en jeu ne sont pas très élevés. Fait que là, on va parler, là, donc je l'ai mentionné tantôt, le time judiciaire. Donc, les frais d'ouverture de dossier à la Cour dépendent du montant qu'on réclame, là, du montant qui est en jeu. Fait que donc là, comme il est écrit sur la diapositive, on va pouvoir se situer là, à 100 ou 200 $. Évidemment, le plus là, les frais d'expertise, les frais de d'autres frais qui pourraient venir généralement en cours de route. Ce qui est différent aussi avec la division des petites créances, évidemment pour faciliter les choses qui vous permettent, vous, en tant que citoyen ou citoyenne, là, de faire ça vous-même sans l'aide d'un avocat. La demande se fait en ligne. Il y a également la possibilité de le faire en personne là, en se rendant au palais de justice là, du district judiciaire pertinent là, où vous devez faire votre demande. Mais donc, c'est très facile de le faire en ligne. C'est vraiment fait pour que vous puissiez le faire vous-même. Autre chose là, qui est particulier avec les petites créances, c'est qu'il y a un service de médiation qui est gratuit. Donc, quand vous faites votre demande aux petites créances, on vous donne la possibilité de finalement dire que vous êtes ouvert dès le départ à la médiation. Puis si jamais l'autre partie également est ouverte à la médiation, parce qu'évidemment,
pour entreprendre une procédure comme la médiation ou la négociation, il faut que l'autre partie soit également ouverte à avoir des discussions. Donc, si les deux parties sont ouvertes, bien là, le greffe va éventuellement vous contacter, puis vous allez pouvoir donc essayer de régler votre dossier à l'amiable avec un médiateur ou une médiatrice qui est fourni là, par le service là, aux petites créances. Puis donc, il y a vraiment contrairement à la cour traditionnelle, c'est vraiment le greffe qui va généralement s'occuper de vous communiquer les documents, vous les rendre disponibles, vous indiquer s'ils sont disponibles. Ils vont vous appeler pour fixer une date qui est assez différente de la procédure traditionnelle. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont prises en charge en fait pour vos créances. Finalement, le jugement est sans appel, puis comme la majorité ou sinon pas tous les jugements au Québec, c'est public. Donc, encore une fois, là, ça va la différence de si jamais vous avez une sentence arbitrale, par exemple, que vous ne publiez pas, mais ça va rester confidentiel pour vous, ça ne concernera pas personne d'autre. Mais donc, le jugement va être public et n'importe qui pourra le consulter. Puis c'est donc un jugement qui est sans appel. Il y a vraiment peu de motifs qui peuvent permettre là, de renverser un jugement rendu par la division des petites créances. Donc, il y a potentiellement ça là, aussi à venir considérer. Et finalement, donc, ça peut être assez long quand même pour recevoir là, une date de cours ou obtenir jugement éventuellement. Comme il est indiqué sur le PowerPoint, effectivement, c'est très variable selon la région. Là. Il y a des palais de justice très occupés, puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, voilà, il ne faut pas, généralement, quand on commence les procédures judiciaires, c'est rare qu'il faut être pressé d'obtenir gain de cause. Puis, donc, évidemment, là, un jugement n'égale pas son exécution. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt, que ce soit aux petites créances ou autrement, ou comme dans le cadre d'une transaction ou d'une sentence arbitrale, ça ne veut pas dire que la personne, même si elle est condamnée, par exemple, à effectuer, à vous payer là, des dommages intérêts pour des travaux qui ont été mal faits, ça ne veut pas dire que cette personne-là va volontairement payer la somme d'argent, par exemple, dans les délais prescrits par le jugement. Donc, ça, malgré le fait que vous avez un jugement à votre faveur, ça peut vouloir dire que vous devez entreprendre des procédures additionnelles pour récupérer cet argent-là, par exemple. Alors maintenant, on va compléter avec ce que Maître Gauthier vient de dire. Là, on va parler de la procédure devant les tribunaux de droit commun, donc justement la Cour du Québec et la Cour supérieure, autre que la division des petites créances dont on vient de parler. Alors, voilà, on est rendu à l'étape où votre débiteur ne s'exécute pas ou ne vous paie pas la somme d'argent que vous réclamez et vous devez poursuivre dans les délais requis. Alors, soit avec un avocat, soit par vous-même. C'est très pertinent ce qui a été dit, entre autres, par rapport au fait que, justement, à la division des petites créances, effectivement, le greffe, c'est dans sa mission d'aider les justiciables qui se représentent seuls parce qu'ils doivent se représenter seuls. Cependant, devant les greffes des tribunaux communs, toujours quand c'est tribunaux communs, c'est la Cour du Québec, la Cour supérieure. Là, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement ce même mandat-là. Alors, oui, ça pourrait être un peu plus ardu, effectivement. Donc, vos intervenants, vos interlocuteurs, en fait, vont être le greffe, cette fois-ci, civil régulier, donc soit de la Cour du Québec, soit de la Cour supérieure. Et vous allez aussi faire affaire avec l'huissier de justice. On va y revenir. Alors, on va ici vous présenter les grandes étapes de la procédure, simplement pour vous mettre au courant, justement, de ces étapes-là, là, sans nécessairement toutes les détailler. Je veux préciser que depuis 2016, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, il y a eu une réforme de la procédure en 2016, on a maintenant des principes directeurs. Donc, avant d'entreprendre une procédure, quelle qu'elle soit, on a les principes directeurs aux articles 17 et suivants du Code de procédure civile. Je vous invite à aller
en prendre connaissance. Par exemple, on rappelle le droit à tous d'être entendus de façon pleine et entière, le principe de proportionnalité aussi et de bonne foi quand on prend des procédures, le devoir de coopération aussi entre les parties adverses. Alors, on commence par déposer une demande introductive d'instance, donc une procédure écrite où chaque idée, chaque notion est séparée par un paragraphe distinct. On va décrire les faits de son dossier. On va indiquer quelle est la faute, le manquement du débiteur, quel est le dommage que vous avez subi, quel est le lien entre les deux, le lien de causalité entre les deux. Et vous allez aussi exposer votre réclamation. Alors, évidemment, et tout autre élément applicable à votre cas. Votre demande introductive d'instance va être signifiée par huissier aux parties que vous poursuivez, accompagnée d'un avis d'assignation. Alors, cette demande-là va être signifiée et vous allez payer un timbre judiciaire comme le concept a été abordé. Il y a un montant à payer pour déposer votre demande. Les gens que vous poursuivez doivent, une fois que vous déposez votre demande, doivent vous répondre dans les 15 jours du dépôt de votre demande. Alors, ils doivent vous répondre soit qu'ils vont vous payer ou qu'ils vont acquiescer à votre demande, soit qu'ils veulent une médiation ou soit qu'ils veulent contester. Alors, comme ça arrive souvent, s'ils contestent, vous avez, 45 jours pour établir avec l'autre partie ou les autres parties un protocole de l'instance, donc un document qui va venir régir toutes les étapes de l'instance avec les délais dans lesquels vous allez faire ces étapes-là. Je les décline rapidement. L'autre partie va devoir vous exposer ses moyens de défense. Qu'est-ce qu'elle a à dire en défense à votre action? Vous allez établir aussi si vous allez vous interroger au préalable. Est-ce que vous allez faire des interrogatoires au préalable ou non? Vous allez établir aussi si vous allez faire des expertises au dossier. On y revient tout à l'heure. Et vous allez aussi établir les modalités, là, la façon dont vous allez communiquer votre preuve, donc vos pièces, là, vos contrats avec l'entreprise. On va y revenir à ça aussi, vos photographies, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez communiquer comme preuve, dans quel délai? Ça prend environ, généralement, 6 mois pour faire ces étapes-là, jusqu'à inscrire votre dossier au rôle, en file d'attente, si on veut, pour obtenir une date de procès, qui là aussi, c'est une durée variable selon les districts judiciaires. Alors voilà pour les étapes de la procédure devant les tribunaux de droit commun. Maintenant, au niveau de la preuve, juste avant de parler de l'expertise technico-légale, alors, la preuve, dans le Code civil du Québec, l'article 2803 nous indique que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Alors, on doit convaincre le juge que notre version, c'est celle qu'il doit retenir, sous le critère de la prépondérance des probabilités. Donc, ce n'est pas hors de tout doute, comme par exemple en matière criminelle, c'est selon la balance des probabilités. Donc, on doit le convaincre que le fait que l'on lui présente, il est plus probable que l'inverse. Et puis, le juge, c'est lui donc, bien évidemment, qui va trancher. Et vous allez devoir prouver, un peu comme on parlait de ce que vous allez devoir alléguer dans votre demande introductive d'instance. Vous allez devoir lui prouver la faute de l'autre ou des autres parties, le dommage que vous subissez et que le lien de causalité entre les deux, que cette faute et ce dommage-là sont causales, finalement. Vous allez faire cette preuve-là par différents moyens.
par exemple, par votre propre témoignage et par le témoignage aussi d'autres personnes qui vont être en mesure de corroborer votre version. Et vous allez aussi faire votre preuve au moyen de documents. Comme je le disais tantôt, vous allez prouver votre contrat avec l'entrepreneur. Vous allez vous allez aussi pouvoir invoquer des photographies, des échanges par texto, des lettres, par exemple, entre autres choses. Et également, très important, et c'est là qu'on arrive à l'expertise, vous allez aussi pouvoir faire votre preuve par une expertise technico-légale qui est très importante en matière de droit de la construction quand on veut prouver nos motifs. Alors, c'est l'article 231 du Code de procédure civile qui nous dit que l'expertise a pour but d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L'expertise consiste à donner un avis sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut également consister en la vérification de l'état ou de la situation de certains lieux ou biens. Alors, effectivement, l'expert doit être indépendant et idéalement, pour faire la preuve, idéalement, on va recourir à quelqu'un qui fait partie d'un ordre professionnel. On va devoir prouver là, son statut d'expert là, aussi à la cour. Là. Donc, que ce soit un technologue, un architecte, un ingénieur ou un évaluateur agréé. Et puis, j'insiste en matière justement de droit de la construction sur l'importance de cet expert. Quand vous allez être devant la cour, c'est l'expert, c'est lui l'expert technique. Alors, c'est lui que le juge écoute pour savoir au niveau technique, justement, que le problème que vous soulevez, bien, effectivement, on est en présence d'une malfaçon ou d'une perte partielle ou totale de l'ouvrage, comme on a vu dans le webinaire 3 ou comme on a vu dans le webinaire 4, qu'on est en présence d'un vice caché. C'est l'expert qui est le mieux placé pour en décliner les composantes et les critères, finalement, afin que le juge soit convaincu du bien fondé de votre demande. Et en terminant sur ce point, j'ajoute que depuis, justement, il y a eu une emphase qui a été mise depuis le nouveau Code de procédure civile, la réforme de 2016, sur le fait que les parties peuvent, si chacune est d'accord, et là, souvent, ça, il faut vraiment s'entendre dès le début du processus, les parties peuvent recourir aussi au service d'un expert commun qui va venir donner son opinion au tribunal, toujours tout autant de façon impartiale, même s'il est retenu par l'une ou l'autre des parties, mais l'expert peut aussi être retenu de façon commune entre les parties pour venir donner son opinion. Souvent, ça favorise des règlements hors cours également, le fait de retenir les services d'un expert commun. Donc, on arrive à la dernière période de questions. Alors, il y a Abdallah qui nous demande « Est-ce que les frais d'expertise technico-légale seraient payés par l'entrepreneur en cas de jugement favorable? » En fait, la réponse théorique, si on veut, c'est que c'est toujours à la discrétion du tribunal. Alors, oui, c'est possible que, comme dans votre exemple, vous avez gain de cause, vous pouvez certainement le demander. Donc, on le demande que les frais d'expertise nous soient remboursés. Et c'est le tribunal qui va décider si dans tel ou tel cas de figure, il va accepter le remboursement des frais de l'expert. On peut noter aussi qu'à la Cour des petites créances, on a dit que le maximum était de 15 000 $. C'est vraiment 15 000 $ en lien direct avec le litige, on va dire. Là. S'il s'ajoute des intérêts par la suite, ça ne compte pas dedans. Si la Cour nous accorde les frais de cour, ben ça ne fait pas partie du 15 000 $ non plus. Là.
Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions qui apparaissent, mais je vais vous remercier tout le monde d'avoir assisté à notre série de webinaires. On est vraiment content de votre participation et des questions pertinentes qui sont arrivées à tous les webinaires, là. C'était un peu plus qu'un peu, c'était le but de faire ça devant le public pour avoir vos questions pertinentes, entre autres. Et on est bien content que vous ayez été là. On espère que ça va vous être utile. En même temps, on espère que vous n'en aurez pas trop de besoin. Et comme je le disais, si vous vient d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont présenté dans le cadre des webinaires. Donc, évidemment, Maître Ariane Gauthier qui travaille à la CQC, mais aussi Maître Valérie Lessard de chez Ponce Avocats. On se rappelle aussi au webinaire 2 qu'il y avait Sylvie Bonin de la CF de l'Estrie qui était là pour nous parler du commerçant itinérant. Puis je remercie aussi tous ceux à la CQC qui n'ont pas présenté, mais qui ont travaillé à préparer le contenu pour ça. Je les remercie. Et je remercierai évidemment encore une fois l'Office de la protection du consommateur, sans qui et sans son financement, le projet ne serait pas possible, ainsi que Maître Claude Coursol qui nous a permis de réutiliser du matériel de la formation d'il y a quelques années. Et au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs.